Bonjour à tous, c'est le Bretzel et bienvenue pour cette review hebdomadaire des actualités tech et IA qui ont attiré mon regard. Et comme chaque semaine il s'en est passé des choses, alors on va décortiquer tout ça ensemble. Disney nous révèle ce que sera le futur des jeux vidéo. Google cuisine en secret des intelligences artificielles et veut devenir leader. Les IA de génération d'images se font empoisonner petit à petit. Et tout un tas d'autres actus, alors installez-vous bien avec votre boisson préférée, on est parti pour ce nouvel épisode. On commence en douceur et de façon assez inattendue avec Disney et sa branche Research, qui nous rapproche un petit peu plus de Ready Player One avec Holotile, qui vient résoudre un problème assez banal mais compliqué à régler, comment simuler le mouvement dans des expériences de réalité virtuelle ou augmentée. Parce que jusqu'à maintenant, la plupart des solutions consistent à bouger un joystick ou se téléporter d'un endroit à un autre, ce qui n'est pas vraiment très immersif. Et bien Disney s'attaque à ce problème de déplacement immersif avec l'Holotile, qui est un tapis omnidirectionnel vous permettant de marcher dessus, peu importe la direction, et de retransmettre ces mouvements dans votre expérience VR, venant pousser encore plus loin l'immersion. La vidéo de présentation parle d'elle-même et c'est impressionnant à quel point ça a l'air fluide. Je pense qu'il va falloir un petit temps d'adaptation pour pas tomber, ça doit être étrange. Mais c'est aussi le cas des casques de réalité virtuelle où il faut un moment d'adaptation si c'est la première fois qu'on en utilise. Là, avec l'Holotile, Disney ne présente pas un simple tapis de course relié à l'expérience. Le fait que ce soit omnidirectionnel permet vraiment de se retourner, tourner directement. On voit même sur la vidéo qu'ils peuvent être plusieurs sur un même tapis. La question que je me pose et qu'on ne voit pas encore vraiment sur cette première démonstration, est-ce qu'il est possible de courir ou non? Car pour l'instant on voit surtout des mouvements assez lents, des petits pas. En tout cas il ne faut pas s'attendre à avoir débarqué ce genre de tapis de sitôt dans nos maisons. On risque davantage de les voir mis en place par Disney dans les parcs d'attractions les plus populaires pour créer de nouvelles expériences VR ultra immersives, en y ajoutant même éventuellement des combinaisons pour ressentir d'autres sensations. Ubisoft avait sorti avec le dernier Assassin's Creed Mirage une veste haptique OWO, et ce n'est pas n'importe quelle veste, car grâce à une technologie sans fil de retour haptique, elle vous permet de ressentir tout ce qui se passe en jeu pendant que vous jouez ou même pendant que vous regardez un film par exemple. Et on est loin d'un gros truc encombrant, la veste est légère, à peine 600 grammes, flexible et confortable pour qu'on soit libre de nos mouvements. Et elle est bien sûr personnalisable comme on a vu avec le skin d'Assassin's Creed, et l'entreprise derrière cette veste est OWO, un futur achat probable du géant Disney. En tout cas j'ai très hâte de voir ce qu'ils vont faire du tapis Holotile. On a du nouveau du côté de Runway et de leur intelligence artificielle de génération de vidéos Gen 2. Après le Camera Motion pour ajouter des mouvements de caméra précis, ou encore plus récemment le Motion Brush permettant de sélectionner quelle zone vous voulez mettre en mouvement sur une image pour créer une vidéo, Runway dévoile une évolution de ce dernier outil avec le Multi-Motion Brush. Il s'utilise comme le Motion Brush, c'est-à-dire qu'on prend une image et on vient sélectionner des zones en peignant dessus avec un pinceau, à la différence que là, on va pouvoir sélectionner 5 zones différentes et leur appliquer à chacune des mouvements différents. On a un contrôle bien plus grand de chaque mouvement sur nos plans. On a ici plusieurs exemples parlants sur leur vidéo de présentation. On a aussi l'exemple ici avec ces chats qui ont chacun des mouvements différents. Donc à chaque fois, les têtes ont été sélectionnées séparément avec le Multi-Motion Brush pour leur appliquer différents mouvements. Mais là où ça devient vraiment intéressant, c'est sur des portraits comme ici, des visages assez proches, sur lesquels on peut sélectionner des zones comme les sourcils, les yeux ou la bouche, et selon le mouvement qu'on donne à chacune de ces parties, faire en sorte de modifier l'émotion du personnage en vidéo. Pareil ici, l'utiliser pour avoir des effets spécifiques de zoom, un petit peu comme au cinéma. On a un autre exemple ici avec la Joconde à laquelle on va essayer d'appliquer ce fameux zoom cinématique. Alors déjà que le Motion Brush tout seul était un outil très pratique à utiliser, là on passe vraiment à un autre niveau de contrôle. Préparez-vous à avoir de superbes vidéos générées par IA avec des contrôles des émotions, des contrôles des différents zooms et des expressions de visage grandement améliorées dans les prochains jours et semaines. Mais que serait le domaine de la génération de vidéos par l'intelligence artificielle sans un petit peu de concurrence? Et oui, Runway ne sont pas les seuls dans ce domaine et c'est Google qui prépare tranquillement sa contre-attaque en nous présentant cette semaine Lumière. On a ici une vidéo de présentation de Lumière par Google Research, mais on va plutôt aller sur la page du projet. C'est donc un projet de Google Research d'IA de génération de vidéos qui vient reprendre presque toutes les fonctionnalités qu'ont ses concurrents comme Runway ou Pika Labs pour ne citer que. On a bien entendu du texte to vidéo, donc des vidéos générées simplement en écrivant du texte. Si je passe sur chaque vidéo, on voit à chaque fois les prompts qui ont été utilisés. Bien ensuite, bien entendu, l'image to vidéo permettant de fournir une image à lumière et générer une vidéo selon un prompt textuel. J'aime particulièrement ici celui de la jeune fille à la perle qui se tape carrément une barre, alors qu'on a la Joconde juste en dessous qui fait un petit peu plus peur. On a aussi la vague de Kanagawa ici qui devient très impressionnante. Les différents résultats sont vraiment très propres. On a ensuite les générations reprenant un style d'une image, donc on a à gauche l'image servant de référence, grâce à laquelle on va générer des vidéos reprenant le style analysé par l'IA. C'est très impressionnant en sachant qu'on part d'une seule image de référence. J'aime beaucoup ici l'exemple du sticker sapin qui vient générer des petites vidéos de stickers. Rien que si c'était de la génération d'images, ça serait fou déjà. Et ensuite ici la vidéo stylization, donc qui reprend le même concept que Gen 1 de Runway, qui vient appliquer un style décrit textuellement à une vidéo.
vidéo. Donc on voit à gauche les vidéos originales, à partir desquelles on vient demander à l'IA de les transformer en vidéos faites avec des morceaux de bois, du papier style origami, des cubes de couleurs comme des Lego ou pixels ou encore des fleurs. Bien ensuite ici ce qu'ils appellent le cinémagraphe, qui est concrètement le motion brush de Gen 2, permettant de sélectionner la zone qu'on souhaite mettre en mouvement, donc ici juste le papillon, ici juste le feu, et bien sûr l'inpainting, permettant de compléter des vidéos incomplètes, donc là ils ont volontairement masqué des parties de vidéos que l'IA vient naturellement compléter de façon très réaliste. Et l'inpainting permet aussi de modifier des éléments de la vidéo, comme ici avec cette femme qui se fait changer de robe selon ce qui est indiqué dans le prompt. On peut voir que la zone de la robe a été sélectionnée, puis un prompt textuel est renseigné. On reprend donc ici des fonctionnalités de Pika 1.0 par exemple. On a donc avec Lumière un condensé de ce qui se fait de mieux en matière de génération de vidéos par intelligence artificielle, le tout en un seul outil. Il ne manque plus que le multi-motion brush de Runway qu'on a vu juste avant. Bon, ce qui est dommage, c'est qu'on n'a pas de code publié, ni de démo, mais ça vient surtout prouver, pour ceux qui en douteraient encore, que Google avance et avance très vite de son côté. Il ne reste plus qu'à voir comment ils vont commercialiser tout ça, sous quelle forme, intégrer à quels outils. 2024 va être une très grosse année pour les intelligences artificielles de génération de vidéos. Alors vous feriez mieux de rapidement vous abonner parce que ce n'est que le début. Et ce n'est d'ailleurs pas Google qui vont dire le contraire, car on a eu quelques petits documents internes qui ont fuité cette semaine, et Google ne souhaite rien de plus que sortir un modèle d'intelligence artificielle qui surperformerait toute la concurrence, avec bien sûr OpenAI, Microsoft et Meta dans le viseur. Au moins l'ambition est là. Ils se sont fait prendre de vitesse par OpenAI l'année dernière et ils comptent apparemment mettre les bouchées triples pour rattraper tout ça et se placer en leader, s'il n'est pas trop tard. Je vous mets tous les liens en description si vous voulez voir ça. Et du côté d'Apple maintenant, avec l'arrivée imminente de son nouveau casque Apple Vision Pro aux États-Unis, il semblerait que tout ne soit pas si facile du côté du géant à la pomme. Et oui, plusieurs grosses marques très utilisées par les consommateurs comme Netflix, YouTube ou encore Spotify ont tout simplement décidé de ne pas sortir d'application dédiée sur le Vision Pro. Bon, pour Spotify ça peut se comprendre, il n'y aurait pas de grand intérêt à première vue, mais pour Netflix et YouTube ça devient de suite plus gênant. Un des gros avantages du Vision Pro est de pouvoir avoir l'équivalent d'un cinéma devant ses yeux, comme on peut le voir ici avec l'exemple sur la vidéo de présentation avec Disney+, mais là sans de grosses applications de vidéo comme YouTube et Netflix, difficile de profiter pleinement du casque. Il y aura toujours la solution d'utiliser le navigateur web pour se rendre sur les sites directement, mais on est loin de l'expérience que pourraient offrir de vraies applications natives pensées pour le casque d'Apple. La raison principale de ce refus de créer des applications natives est la taxe de 30% qu'Apple prend sur toute transaction et abonnement. On sent un certain ras-le-bol de ces services par rapport à ces taxes imposées par Apple. Alors du coup, voilà à quoi pourrait servir l'Apple Vision Pro, vraiment indispensable si vous voulez mon avis. Mais blague à part, ça n'empêche pas Apple d'avoir vendu tout son stock de 180 000 unités pour les précommandes aux États-Unis, malgré le prix de 3500 $. Alors est-ce que ce sont uniquement des fans d'Apple ou des fans de technologie ou alors un réel engouement du grand public? On le saura bien assez vite, surtout avec les premiers tests qui vont arriver en conditions réelles par les utilisateurs. On retourne du côté des IA avec Eleven Labs qui nous présente une toute nouvelle fonctionnalité très complète, le Dubbing Studio. On a ici une jolie vidéo de présentation sur X. Eleven Labs Dubbing Studio is here. Now you can easily translate your videos for new audio. Hop, comme vous l'entendez, c'est en anglais, alors il suffit de descendre un peu et hop, ils l'ont traduit automatiquement en français. Le studio de doublage Eleven Labs est ici. Maintenant, vous pouvez facilement traduire vos vidéos pour de nouveaux publics à travers le monde. Il suffit de télécharger ou de coller un lien, de choisir une langue et de cliquer sur Créer. Vous l'aurez compris, on a là un outil permettant de traduire automatiquement vos vidéos dans 29 langues différentes, en respectant le ton et l'émotion de la voix, même si vous avez plusieurs personnes différentes qui parlent. L'IA fera correctement la distinction. Et si on se rend ici sur l'interface, donc il précise bien qu'on a 29 langues différentes possibles, on donne ici un nom au projet, on sélectionne la langue source, donc soit on le laisse détecter, soit on va lui dire que c'est en français par exemple, et ensuite bien évidemment la langue cible, donc moi j'avais fait un test avec l'italien, et surtout ce qu'on voit là qui est très intéressant, c'est que vous pouvez soit upload directement une vidéo depuis votre ordinateur, ou alors insérer des liens directement de réseaux sociaux comme YouTube, TikTok, X, Vimeo ou autres. J'ai testé juste avant avec l'intro de ma vidéo de la semaine dernière que j'ai fait traduire en italien, on va écouter ça. Buongiorno a tutti, sono le Pretzel e ci ritroviamo ancora una volta questa settimana per fare insieme il riepilogo delle notizie tecnologiche. E ci sono alcuni che hanno attirato la mia attenzione e c'è abbastanza da fare. Microsoft, competizione diretta da ogni GPT, più lanciando Copilot Pro Samsung, accelera e si lascia andare sull'intelligenza artificiale. Donc comme vous voyez au niveau des paramètres, la langue source ça va être du français, la langue cible italien, et en source j'ai bien mis le lien YouTube de ma vidéo tout simplement. Et c'est vraiment pas mal du tout, je ne pensais pas parler aussi bien italien, surtout que le résultat a mis environ 10 secondes pour être généré. Petit bémol cependant, il n'y
n'y a pas de modification des mouvements des lèvres comme on pourrait avoir avec HeyGen par exemple. Si vous voulez tester, comme d'habitude, on a 10 000 caractères gratuits par mois. Et là, pour faire ce petit extrait de 15 secondes, ça a utilisé 500 caractères. Je vous mets tous les liens en description. Et Eleven Labs ne risque certainement pas de s'arrêter là. Car grâce à une nouvelle levée de fonds cette semaine, ils deviennent une nouvelle startup qui obtient le statut de licorne, ce qui signifie que la valorisation de l'entreprise dépasse le $1 milliard. De quoi les motiver à faire encore mieux en 2024. Mais si vous êtes plutôt adepte de solutions open source, je vous ai trouvé ce GitHub OpenTTS Tracker qui vient recenser l'ensemble des solutions de text-to-speech, donc permettant de synthétiser des voix à partir de textes écrits, le tout en open source. On y retrouve quelques noms connus comme Bark, OpenVoice ici, ou encore Tortoise et bien d'autres. Il précise dans une colonne du tableau si l'IA est multilangue ou non, et si les démos sont disponibles, très pratique et à garder à l'œil lorsque vous en aurez besoin. Midjourney continue de chouchouter sa nouvelle version 6 de son IA en y ajoutant de nouvelles fonctionnalités toutes fraîches. Mais elles sont déjà connues des utilisateurs d'anciennes versions. L'annonce a été faite sur X avec ce simple post indiquant qu'il déploie le pan, zoom et varie région. Donc si on se rend sur Discord avec Midjourney et qu'on génère une image avec la version 6 et qu'on en upscale une, par exemple ici un bretzel présentant les actus, on voit en dessous de nouveaux boutons ayant fait leur apparition. On a donc les zoom out qui, comme leur nom l'indique, permettent de dézoomer sur l'image pour imaginer ce qu'il y a autour. Voilà, on a également les flèches dans 4 directions permettant d'agrandir l'image dans la direction qu'on veut. Par exemple ici, je lui ai demandé d'imaginer ce qu'il y avait au-dessus de l'image générée juste avant. Et enfin le bouton varie région qui va ouvrir une pop-up permettant de sélectionner uniquement certaines zones de l'image que l'on veut modifier en rentrant le prompt juste en dessous. Des outils très pratiques permettant de mieux contrôler vos générations et qui étaient très attendus par la communauté. Et maintenant, accrochez-vous, voilà le projet Instant ID qui est très stylé, vous allez vite comprendre. Ce projet permet avec une seule photo d'une personne, de son visage, de générer des images qui sont vraiment pas mal du tout, avec différents styles super facilement. Plus besoin de passer des heures entières à entraîner un modèle ou l'aura sur Stable Diffusion, une seule photo suffit avec Instant ID. On a ici sur la page du projet un grand nombre d'exemples avec des styles très différents, et ce n'est pas seulement appliquer des effets à une photo portrait, on peut ensuite utiliser le visage pour de vraies générations suivant un prompt comme ici. Il précise en dessous que si Instant ID gère très bien avec une seule image, les résultats peuvent être encore meilleurs avec quelques images supplémentaires. On a ensuite ici du face swapping sur d'autres photos ou images ou tableaux, ou encore là du mix entre deux photos pour mélanger le visage de deux personnes différentes. Et le plus beau dans tout ça, c'est que le code est déjà disponible en intégralité sur GitHub. Vous pouvez donc le faire tourner en local chez vous. Et cerise sur le gâteau, on a même une démo disponible. J'ai essayé avec une simple photo de l'acteur Cillian Murphy et en quelques secondes j'ai eu ce genre de résultat. Ici j'ai ajouté une autre image servant de guide pour la position. Bon, il m'a transformé l'acteur en femme et n'a plus la main levée pour dire bonjour. Pareil ici, ça n'a pas forcément très bien fonctionné, mais ça a repris les dimensions, on reconnaît bien l'acteur. Après j'ai vraiment fait tout ça en quelques secondes. En y passant un petit peu plus du temps, je pense qu'on peut avoir de très bons résultats. J'ai hâte qu'une extension soit disponible pour Automatic 1111. Je vous mets tous les liens dans la description si vous voulez aller voir ça de votre côté. Et pendant ce temps, des outils spécifiques sont créés pour contrer les intelligences artificielles de génération d'images. Et oui, Midjourney par exemple a levé de grandes inquiétudes chez un grand nombre d'artistes qui ont rapidement compris que l'IA s'est nourrie d'images disponibles sur internet sans demander à quiconque l'autorisation. Alors comment contrer ces intelligences artificielles qui se nourrissent d'œuvres protégées? La solution proposée par Nightshade ici est d'utiliser leur logiciel avant de publier vos œuvres sur internet, afin que ce logiciel ajoute des données qui vont venir empoisonner le dataset d'entraînement de l'IA. Concrètement, quand vous demandez à l'IA de générer une vache dans l'espace, elle comprend les termes et génère ça, mais si elle a été assez empoisonnée, elle pourrait ne plus comprendre correctement ce qu'est une vache et vous générer ça. Donc cet outil cherche à empoisonner, corrompre les datasets des IA pour protéger les œuvres des artistes qui ne pourraient alors pas être reproduites correctement car mal interprétées par l'IA. Bien entendu, pour qu'une telle solution ait une chance de fonctionner, il faudrait que des milliers, des millions d'images utilisent cette méthode et qu'elles soient ensuite utilisées pour entraîner une IA sans que l'IA ne détecte le poison. Sachant qu'elles ont maintenant pour la plupart assez de données et la capacité d'analyser des images en entrée, je me demande sérieusement la portée et l'efficacité de tels outils. La question du respect des œuvres des artistes est importante, mais je ne suis vraiment pas sûr qu'on tienne ici une solution, bien au contraire. Je suis curieux d'avoir votre avis en commentaire, dans le respect de chacun bien entendu, on n'est pas sur X ici. Et c'est ainsi que se clôture notre récap hebdomadaire des actus tech et IA. N'oubliez pas de lâcher un petit like et laisser un gros commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de toutes ces actus, et surtout vous abonner à la chaîne, ça m'aide énormément. Quant à moi, je vous souhaite à tous une bonne fin de semaine, c'était le Bretzel, à très vite.